Je suis de retour du Salon de la Photo édition 2018. Bonjour. Alors avant de commencer cette vidéo, j'ai reçu cette lettre qui est un petit peu épaisse, qui cache quelque chose. C'est Enzo qui m'a envoyé ça. Les autres lettres du projet Kumquat sont encore derrière. Pour les news par rapport au projet vidéo, je vous ai envoyé une newsletter. Donc regardez vos mails. Et c'est ça, ça déboîte. Enzo, tu gères. Bonus logo imprimé en 3D. Le logo est là. Je vais le mettre juste derrière ici, il aura sa place. Salut Olivier, je dois te remercier pour ce concours qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses et de réaliser une belle vidéo et photo. Comme tu peux le voir, il y a également un petit objet, c'est ton logo que j'ai modélisé et imprimé en 3D. Si ça t'intéresse, je fais du bricolage en électronique et de l'impression 3D sur ma chaîne YouTube eMakers. Je vous mets sa chaîne YouTube ici quelque part. Merci énormément Enzo. C'est cool que tu parles de bricolage et d'électronique parce que je cherche un compteur YouTube là, un Raspberry, mais j'y connais rien. Du coup, je m'étais dit que j'allais essayer de faire un Raspberry moi-même, mais en fait, j'ai pas le temps. Alors, je sais pas s'il y en a un d'entre vous qui s'y connaît vachement, qui pourrait m'aider, mais ce serait cool parce que j'aimerais bien avoir un compteur ici. Je veux bien le faire, mais si vous avez de l'aide à me donner, ce serait top. Bref, on est là pour autre chose. On est là pour parler du Salon de la Photo édition 2018. Je vais vous dire dans cette vidéo ce que j'en ai pensé, tout ce qui s'est passé pendant ces 5 jours. Au final, j'étais présent aussi le lundi, donc vraiment 5 jours. J'ai arrêté de jouer avec ce couteau parce que c'est un petit peu dangereux. Hop. On cache ça. Je vais déjà mettre ça ici. Voilà. Je sais pas si on le voit bien. On va le mettre dans ce sens. Ah, il y a marqué mon nom, Olivier Schmitt, eMakers. Merci mec. Donc, ce salon de la photo, il s'est donc déroulé du 8 au 12. Donc, je viens à peine d'en rentrer. J'ai une journée pour vous tourner mon débrief puisque je repars à Londres au moment où vous voyez cette vidéo-là. Je tenais à vous faire un débrief même si le salon s'est pas du tout déroulé comme je le pensais et à ma grande surprise et surtout en fait au final pour le meilleur. Je vais vous expliquer. Je vous ai demandé sur YouTube de me poser des questions que je devais aller poser aux marques. Je vous ai aussi demandé ça sur le groupe Facebook l'Atelier des créateurs. Donc j'ai réceptionné ces questions. Au passage, toutes les questions par rapport aux nouvelles sorties, par exemple l'A7S3 ou d'autres types de boîtiers, le Phantom 5 par exemple, c'est des questions qu'on ne peut pas poser aux marques parce que tout simplement sur place personne n'est au courant de rien. C'est des secrets, c'est secret défense tout ça, toutes ces sorties de boîtiers. Donc il n'y a vraiment pas d'infos à tirer par rapport à ça. Même, les gens ne savent pas et même s'ils savent, ils diront rien. Donc c'est des questions qui servent à rien. Et cette année, j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ces nouvelles sorties. Donc malheureusement, j'ai pas pu poser beaucoup de questions que vous m'avez demandé de poser aux marques. Et en plus, j'ai eu la surprise, alors je m'y attendais un tout petit peu, mais je pensais pas à ce point-là, de rencontrer beaucoup d'entre vous. J'ai croisé une tonne d'abonnés, aussi d'autres youtubeurs que je connaissais ou que je ne connaissais pas. Donc en fait, j'ai passé mon temps à discuter avec vous, avec ces personnes-là, et à prendre du temps IRL avec vous plutôt que de filmer en fait ce que je vous avais un petit peu promis. Donc je m'en veux un petit peu parce que vous qui n'avez pas pu assister au salon de la photo, je vais pas avoir beaucoup de contenu à vous montrer dans cette vidéo là, même si j'ai un petit peu speedé entre dimanche et lundi pour quand même aller poser quelques questions à certaines marques, à certains revendeurs, mais j'ai pas pu faire l'ensemble des stands ou faire tous les stands que vous m'aviez demandé d'interviewer ou que je voulais interviewer en vidéo. Donc déjà, première chose, je le dis et je répète, c'est ce que je viens de vous dire, ce que j'en retiens, c'est les rencontres. C'était un salon de la photo juste fou, c'est la première année où je rencontre autant d'abonnés. Vous étiez très nombreux à venir, à me remercier pour mon travail, à remercier les autres créateurs pour leur travail, et on a passé un excellent moment. En plus on avait cet espace de rencontre des communautés, donc on a pu comme ça vous donner rendez-vous dans un espace donné. Encore une fois, merci à Pierre du Salon de la Photo d'avoir mis à disposition cet espace-là, et l'année prochaine on essaie de travailler sur quelque chose d'un petit peu plus structuré. Pour l'instant, voilà, on ne sait pas trop, mais peut-être avec des confs, enfin bref, on essaie de faire quelque chose d'un peu plus structuré et plus gros pour l'année prochaine pour pouvoir vous accueillir dans de meilleures conditions. Mais bref, ça s'est super bien passé, vous avez adoré et comme dit, que ce soit moi ou d'autres créateurs, on a passé énormément de temps à discuter avec vous et c'était juste fou, donc un énorme merci d'avoir pris le temps d'être venu me voir pour me remercier, pour échanger avec moi. J'ai eu des conversations passionnées avec certains d'entre vous. Juste merci pour tout ça parce que en fait ça motive énormément à continuer ce que je fais ici sur cette chaîne, et je sais que c'est le cas aussi pour les autres créateurs. C'est un moment privilégié qu'on peut avoir tous ensemble pour échanger et pour rendre un petit peu plus humain ce qu'on fait ici sur internet, puisque c'est pas toujours facile d'échanger dans les commentaires par mail, c'est un petit peu impersonnel, alors que là c'était vraiment le moment. Donc j'espère que l'année prochaine vous serez encore plus nombreux pour qu'on puisse échanger encore plus en vrai.
Bon bref, là je blablate, mais pour les gens qui n'étaient pas au salon de la photo, ce qu'il faut en retenir, écoutez, c'est que le salon de la photo de Paris, il était assez fidèle à lui-même, même si j'ai trouvé que certains stands étaient plus petits que d'habitude. Alors peut-être que c'est dû au fait qu'éventuellement, mais j'ai pas trop d'infos, le prix des stands était un petit peu plus cher cette année. Je sais que le stand Canon, bon, ils avaient une animation assez sympa, mais c'était pas non plus fou hein, cette année. Le stand Sony, leur animation était un peu moins bien que l'année dernière aussi. Voilà, globalement, j'ai trouvé que les stands étaient plus petits, mais il y avait quand même matière à faire. Alors le rez-de-chaussée, je suis pas trop allé, c'est pas trop mon domaine, tout ce qui est impression, livre, formation, c'est pas trop là où j'ai passé mon temps. C'est plutôt à l'étage donc des constructeurs. Vous aviez bien sûr les plus grands, Canon, Nikon, Sony, et Pana et Fuji qui occupent donc la plus grande partie de l'espace en haut. Mais vous aviez aussi d'autres marques qui essaient de résister, comme par exemple Pentax et Kodak. On était juste à côté du stand Kodak avec l'espace des communautés. On leur a ramené pas mal de monde et je suis assez content pour eux parce que c'est quand même une marque qui était incontournable il y a quelques années et quand on voit la taille de leur stand cette année, ça fait un petit pincement au cœur. Alors bien sûr, les plus grosses questions qu'on va se poser par rapport à ce salon, ça va être toutes les nouveautés qui ont été annoncées cette année. On va parler par exemple du EOS R de chez Canon, des Z6 et Z7 de chez Nikon. On avait, chez Sony, on n'avait pas vraiment de nouveautés, hein, on attend toujours leurs nouveautés. Par contre, chez Pana, il y avait le S1 et S1R, alors en mode prototype, donc sous verre, on ne pouvait pas les toucher. De toute façon, c'était pas les vrais boîtiers, hein, c'était des bouts de plastique vides, mais ça donnait un petit aperçu du boîtier. Au moins, ils ont marqué leur présence. Chez Fuji, on avait le X-T3 qu'on a pu pas mal prendre en main et tester. Chez DJI, pas de nouveautés, hein, ils misent tout sur leur Mavic 2 Pro qui vient à peine de sortir, donc forcément pas de nouveauté ici pour le salon. Il faut savoir que le salon de la photo de Paris, c'est un petit salon, donc en général, les marques ne font pas d'annonces, c'est très très rare. Faut pas aussi oublier que Photokina va aussi devenir annuel, donc on a un nouveau Photokina qui sera au printemps, je crois que c'est au mois de mars ou mai, je sais plus, bref, Photokina devient annuel. Donc il y a eu la Photokina en début d'année, il y aura une autre Photokina en début d'année 2019, donc je pense aussi que ça joue sur le fait que les stands investissent un petit peu moins dans les salons, parce qu'ils ont plus de salons à couvrir et ça coûte très cher pour eux. Alors du coup, peut-être qu'on aura d'autres annonces, notamment Sony, peut-être, à la Photokina 2019, j'en sais rien, j'ai pas d'infos, mais j'espère. Bon, je vais peut-être lancer les interviews que j'ai pu faire, hein, les rares interviews, et on va commencer par le nouveau sac Peak Design. C'est une nouveauté que j'attendais impatiemment puisque j'ai le Travel Backpackers, non, c'est pas ça. C'est le Everyday Backpack depuis un an, en fait, depuis le salon de la photo de l'année dernière. C'est mon sac que j'utilise au quotidien. Je lui reproche certaines choses, mais en même temps, il est très bien fini et je l'apprécie pour ses qualités, mais je lui reprochais certaines choses, notamment de ne pas proposer une solution efficace lorsqu'on voyage, lorsqu'on veut mettre des slips, des chaussettes en plus de son matériel photo. Et donc, Peak Design a annoncé cette année 2018 un nouveau sac. C'est un sac assez fou parce qu'il va répondre exactement à la demande que j'ai d'un sac aujourd'hui. C'est pas juste d'emmener du matos, mais c'est aussi de proposer une offre complète pour moduler ce sac en fonction de mon besoin, soit uniquement de la prestation, soit peut-être emmener à la fois du matos, mais aussi des affaires et plus ou moins d'affaires, et pouvoir m'accompagner sur toutes les prestations que je fais, les formations que je fais, ou juste les voyages où je vais emmener plus ou moins de matériel selon la durée ou le besoin que j'ai sur place. Donc je vous laisse écouter cette présentation donc de ce nouveau sac Peak Design, le Travel Backpack. Peak Design se lance sur le voyage avec ce premier sac, donc qui est un sac de 35 litres qui peut aller jusqu'à 45 litres. La particularité, on va le voir, c'est un chargement en fait qui va se faire intégralement sur l'arrière, non plus sur le côté comme le backpack. On le voit ici, le setup de base, on va dire, on est sur un sac qui est entièrement vide et dans lequel on va pouvoir venir en fait mettre différents compartiments qui sont, vous en avez quelques exemples ici, avec des compartiments pour mettre du matériel, donc dans différents formats, il y a 3 tailles, on va dire grosso modo 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers. Donc typiquement je vais pouvoir mettre par exemple 2 tiers de mon sac pour mettre du matériel, et je vais, comme c'est un sac de voyage, je vais pouvoir venir le compléter avec d'autres éléments destinés à venir mettre des affaires quotidiennes, que ce soit bien sûr des vêtements ou des affaires de toilette. Donc typiquement ça fonctionne comme ça, voilà, je vais pouvoir venir mettre ça comme ça, j'ai une trousse de toilette, je vais venir la mettre là, donc on voit que tout s'enquille parfaitement. Je vais refermer le sac. Quand je vais refermer le sac, je vais avoir ici un autre accès sur le devant où je vais pouvoir venir mettre d'autres affaires, une chemise, etc. Bien sûr, ici on a plein de poches pour venir mettre du matériel.
L'autre particularité aussi, c'est que je vais pouvoir, là je suis dans une taille cabine, donc 35 litres, je vais pouvoir, si nécessaire, je vais pouvoir augmenter via le petit soufflet ici, cette taille jusqu'à 45 litres, ce qui va me permettre de pouvoir effectivement en mettre encore devant. On voit ici, on a un nouveau système pour cacher les bretelles si nécessaire. Si j'ai besoin bien sûr de l'utiliser en backpack, je vais ressortir les bretelles ici. J'ai également une ceinture ventrale. Voilà, on retrouve aussi le système de sangle qu'on a sur le backpack. On va retrouver ici, qui est aimanté. Tout un tas de caractéristiques qui ont déjà fait le succès de Peak Design, qui sont repris bien sûr sur cette nouvelle gamme de sacs. Et une fois encore, avec la housse anti-pluie, on a la trousse de toilette, la tech pouch, c'est pour mettre tout ce qui est high-tech, tout ce qu'il faut pour pouvoir voyager efficacement en emmenant son matériel et en emmenant ses affaires pour le voyage. Alors sur ce même stand du distributeur Digitaccess étaient présentés donc les optiques Laowa, enfin vous avez dû voir leur pub avec leur objectif macro, là super long, je ne sais pas si vous avez vu le pistolet macro. Il y a une vidéo très sympa qui était partagée sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc je suis allé voir cet objectif là et encore une fois je laisse Marc vous présenter cet objectif. Cette optique, vous le voyez, c'est un 24 mm f14 macro 2 fois. Vous le voyez avec une structure, une construction optique totalement nouvelle. On n'a pas moins de 27 lentilles qui sont assemblées dans ce tube. Alors quel est l'intérêt d'avoir conçu cette optique? C'est une optique macro. Le premier intérêt, c'est de pouvoir garder une distance d'environ 40 cm avec son sujet. Alors avec un animal, avec un sujet vivant, ça peut être important parce que ça permet de garder donc une distance et de ne pas forcément effrayer l'animal. Ça permet aussi de pouvoir, par exemple, aller faire de la photo sous l'eau. Et le deuxième intérêt, c'est qu'on voit le tube fait 2 cm de diamètre. Donc on va pouvoir insérer ce tube et aller faire des prises de vue, que ce soit photo mais surtout vidéo, dans des terrains vraiment très peu accessibles. Cette optique permet d'avoir vraiment une multitude d'applications. Bon alors bien sûr il s'agit d'un objectif ultra spécialisé, hein. Moi-même je ne fais pas beaucoup de macros, donc je ne suis pas spécialisé dans ce domaine-là, j'en ai pas l'utilité, mais je sais pas, je le testerai bien un jour peut-être sur la chaîne, on verra. Bon, je suis pas inspiré, donc on va continuer par ceux que je connais le mieux, Sony. Donc j'ai pu interviewer la même personne que l'année dernière, Julien, qui est très sympa, et qui m'a présenté deux choses. Déjà, leur nouvelle carte SD qui est censée être résistante aux intempéries, à la casse, qui est voilà, une carte SD qu'on appelle TOF, je sais jamais comment on prononce ça en anglais. Cette carte, elle va vraiment correspondre à un besoin spécifique là aussi, puisque tout le monde n'a pas besoin de dépenser une fortune dans une carte SD qui soit résistante aux intempéries, à la casse, etc. Si vous êtes prudent avec votre matériel, ça devrait le faire dans pas mal de cas, mais ça nous est à toutes et à tous sans doute déjà arrivé d'oublier une carte SD dans la poche d'un pantalon, ou juste dans un sac et que ce sac prenne un petit peu la flotte, ou juste de le faire tomber peut-être une carte SD dans une flaque d'eau. Ça m'est jamais arrivé, mais peut-être que ça vous est arrivé. Voilà, cette carte résiste aussi à l'écrasement, enfin bref, c'est assez bluffant. Je laisse Julien donc vous la présenter. Alors la dernière carte SD TOG, elle est quasiment indestructible. On l'a mis dans un étau, elle ne s'est jamais cassée. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est peut-être pour ça qu'elle s'appelle TOG. On l'a mis à 200 mètres de profondeur, elle ne s'est jamais rouillée, elle ne s'est jamais cassée. Vous pouvez la mettre dans tous les boîtiers. C'est assez pratique parce que moi souvent j'ai un petit truc où je mets plein de cartes. Puis des fois je l'oublie dans ma poche arrière, puis je m'assois et là, je casse facilement la carte. C'est un peu ballot, certes, comme exemple, mais c'est la réalité de la vie, quoi. Bon alors Julien, je lui ai aussi demandé qu'est-ce qu'il en était des nouveautés en termes de boîtier chez Sony. Il y a la 7 III qui est sortie en début d'année 2018. Moi, ce que j'attends absolument, c'est un remplaçant de la 6500, comme beaucoup d'entre vous. Donc en APS-C, on sait que Sony sont très très forts, très bien placés. Il y a Fuji qui s'est placé en face avec le X-T3 qui a des performances juste bluffantes et qui me fait de l'œil pour être honnête. Donc je suis en train de voir avec Fuji si je peux le tester pour vraiment voir ce qu'il vaut et vous en faire un retour. Mais j'attends quand même que Sony aussi nous fasse une annonce sur un nouvel APS-C qui remplacerait donc la 6500, qu'on appelle ça un A7000 ou un A6700, je sais pas comment il s'appellera. Et voilà tout ce que Julien a pu me répondre à ce jour. Alors pour les nouveautés en APS-C, évidemment, personne ne peut rien dire, mais quand vous baladez en Asie, tout le monde a des APS-C. Ils n'ont pas du tout de culture de la photo, donc ils ont commencé avec de l'hybride et ils ont commencé avec de l'APS-C.
toute l'Asie centrale, l'Inde, la Chine, tout ça, ils ont de la PSC. Du coup, forcément, Sony va continuer sur la PSC, puis c'est un très très gros marché. Ils l'ont déjà confirmé sur le salon d'avant, donc je ne vois pas pourquoi on pourrait ne pas le confirmer aujourd'hui. Définition par A plus B, la PSC, on ne va pas abandonner quoi. Bon voilà, sans grosse surprise, pas d'infos malheureusement par rapport à cette APS-C, peut-être Photokina 2019, voilà, franchement j'en sais rien du tout, donc voilà, je sais pas. Alors par contre, vous m'aviez aussi demandé si Sigma allait arrêter les boîtiers, parce que c'est vrai que Sigma fabrique des boîtiers, ils communiquent rarement dessus, ils sont pas connus pour ça, mais ça fait plusieurs années qu'ils ont des boîtiers, ils n'ont pas prévu d'arrêter les boîtiers, pas du tout, ils se positionnent en tout cas en photo sur quelque chose d'assez spécifique, il va vous expliquer ça tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur le stand Sigma. Alors il paraît que vous êtes très intéressés par l'avenir des boîtiers Foveon. Eh bien écoutez, c'est assez simple. Les boîtiers Foveon, ça va continuer. Vous connaissez déjà les DP Quattro, on a également les SD Quattro, SD Quattro H. La technologie Foveon va continuer. La seule chose qui va s'arrêter, c'est notre historique bague Sigma SA. Cette bague sera encore, enfin tous les objectifs SA seront encore utilisables à l'avenir puisqu'on va sortir un adaptateur. Et le principe, c'est qu'à partir de l'année prochaine, Leica, Panasonic et Sigma auront tous les trois des boîtiers et des optiques qui seront développés sur la même plateforme, la plateforme L de Leica. Bon, en vrai, il faudrait des heures pour vraiment expliquer la spécificité de ces boîtiers-là. Je les ai vraiment pas testés sur le salon, j'ai pas eu le temps encore une fois. C'est pas ma priorité, mais si vous êtes nombreux à vous poser des questions par rapport à ces boîtiers-là, je verrai avec Sigma si on peut faire un test sur la chaîne. Voilà, je suis ouvert, il n'y a pas de souci. Si ces boîtiers-là vous intriguent vraiment, encore une fois, dites-le moi dans les commentaires et on verra ce qu'on peut faire. Leurs optiques monture E, donc pour Sony, c'était la grosse annonce aussi de cette année 2018, si je dis pas de bêtises, ouais c'était 2018, avec un certain nombre de focales fixes de très bonne qualité qui offrent donc une alternative aux objectifs G Master ou Zeiss proposés donc pour les boîtiers Sony jusqu'à présent. Ces optiques-là sont de très bonne qualité, j'ai pu les tester un petit peu sur le salon, j'ai pu avoir des retours aussi via des collègues. J'aimerais bien aussi vous les présenter sur la chaîne un jour, je pense que je vais essayer de me rapprocher un petit peu plus de Sigma pour pouvoir assez régulièrement vous proposer des tests de ces objectifs-là qui sont donc de très bonnes alternatives à moindre coût pour ici la monture E Sony. Mais il faut savoir aussi qu'ils proposent bien sûr toujours des objectifs pour l'ensemble des boîtiers réflexes de différentes marques. Enfin bref, je laisse Foucault de chez Sigma vous présenter ça, il le fera mieux que moi. Eh bien on a changé de coin, on se retrouve ici du côté du comptoir hybride pour vous parler des alternatives aux marques de boîtiers pour les hybrides et notamment pour Sony. Donc on propose aujourd'hui une gamme de 10 focales fixes natives pour la monture E. 14 1.8, 21 1.4, 24 1.4, 28 1.4, 35 1.4, 40 1.4, 50 1.4, 85 1.4, 105 1.4, 135 1.8 et le 70 macro de 8, rapport 1 sur 1, que voici. On continue à développer des optiques pour les boîtiers réflexes Canon et Nikon. Et toutes les optiques dont je vous ai parlé là sont bien entendu disponibles en Canon et en Nikon, excepté le 70 mm qui n'est pas dispo en Nikon. Alors puisqu'on parlait tout à l'heure de nouveautés Sigma en termes d'optique pour la monture E Sony, désolé pour ceux qui ne sont pas utilisateurs Sony, je suis aussi allé voir Zeiss qui a donc une nouvelle optique, un Zeiss Batis 40 mm à présenter, je vous laisse regarder ça. La nouveauté Zeiss cette année que nous avons présenté au salon de la photo, c'est le Batis, le 2 de 40 Close Focus, qui nous permet de faire des mises au point à 24 cm. Donc que nous pouvons sélectionner avec ce petit switch là derrière. Voilà, donc vraiment des mises au point très rapprochées pour travailler comme un macro. Donc c'est vraiment intéressant pour se distinguer, pour faire des choses différentes. Et aussi, parce que tout le monde me demande pourquoi 40, pourquoi pas 35, pourquoi pas 50, bah, ça permet aussi de réconcilier les gens qui font de la street photographie et ceux qui veulent faire en même temps du portrait. On est beaucoup plus flatteur avec un 40 sur un portrait qu'avec un 35 et en même temps on est assez ouvert pour faire de la street, c'est vraiment intéressant. Voilà. Et comme tous les objectifs Batis, vous avez cet écran qui vous permet d'avoir la distance de mise au point et l'encadrement de profondeur de champ. Alors une des grandes nouveautés aussi de cette année 2018, c'était le nouveau Fuji X-T3, j'avais hâte de le découvrir, j'ai hâte de le tester, j'ai pas mal discuté avec le représentant de Fuji pour voir si on pouvait faire un test sur la chaîne, puisque j'ai envie de vraiment avoir le temps de le prendre en main, d'aller sur le terrain, d'aller en prestation avec, pour pouvoir vous faire un retour hyper objectif sur ce boîtier-là, sur cette APS-C, qui en fait, pour l'instant, est l'un des seuls à proposer, par exemple, de la Full HD à 100-120 images par seconde, l'autre pour l'instant c'était la 6500 de chez Sony, qui est à mon sens
pas ultra ergonomique, et c'est là où le X-T3 est une alternative hyper intéressante sur le marché. Donc Fuji, bien joué pour ce X-T3, honnêtement il m'a vraiment séduit en termes d'ergonomie, de caractéristiques. Maintenant j'attends juste de pouvoir faire un test un petit peu plus complet dans une vidéo dédiée. Donc Fuji, si vous me regardez, on n'attend que ça, et j'espère que vous aussi vous avez envie de voir mon test sur la chaîne, donc on va faire un petit peu plus de pression auprès de Fuji pour voir cette vidéo sortir un jour. Enfin bref, voilà, j'ai vraiment hâte de tester ce boîtier-là, et donc j'espère que Fuji et moi allons réussir à nous accorder pour réaliser un test sur la chaîne. Du coup, je suis passé sur le stand Fuji pour qu'ils me présentent très rapidement leurs nouveautés, dont le X-T3. Donc la vidéo chez Fujifilm, c'est arrivé avec le X-H1. On a fait un premier pas avec de la stabilisation boîtier, c'est une nouveauté chez Fujifilm, et de la vidéo en 4:2 8 bits. Avec le X-T3, on est passé en 10 bits. C'était ce que tout le monde nous demandait. Il va falloir passer en 10 bits si vous voulez attaquer les professionnels. En plus de passer en 10 bits en interne et en externe, on est aussi passé sur de la 4K DCI à 60 images secondes. Et si on veut vraiment profiter d'une qualité maximale, on descend à 30 images secondes, mais on va bénéficier d'un framerate à 400 mégabits secondes. En plus de ça, avec les améliorations du nouveau capteur, on va avoir le nouvel autofocus qui va être disponible en AFC, en tracking œil et visage en vidéo. Donc c'est vraiment, si jamais vous faites de l'interview ou vous voulez filmer des personnes en mouvement, ça suit tout seul, il y a zéro problème, on se cale et on fait confiance à l'appareil. En termes de qualité, on va aussi découvrir le H265, le All Intra, qui vont vous permettre vraiment de bénéficier de la meilleure qualité d'image avec le meilleur taux de compression. Selon Fuji, quand on regarde aujourd'hui la fiche technique du X-T3, pour faire mieux, il faut passer sur de la caméra professionnelle. Donc à vous de tester, à vous de vous amuser et donnez-nous votre avis. On compte sur Fuji pour me faire tester le X-T3. Je m'en occupe. Alors qui du coup n'apparaît pas dans cette vidéo et que j'aurais bien aimé interviewer quand même? On va déjà parler des plus petits, Pentax et Olympus. Pentax tout simplement parce qu'ils méritent peut-être encore qu'on parle un petit peu d'eux, malheureusement j'ai pas eu le temps d'aller les voir. Olympus je suis allé les voir mais personne n'était dispo quand je passais pour réaliser cette petite interview, donc je les ai malheureusement pas eu pour cette vidéo là, mais c'est pas grave, ils n'avaient pas de nouveautés à annoncer cette année, ils ont sans doute un nouveau boîtier, enfin ils vont avoir un nouveau boîtier qui va être annoncé en début d'année 2019, mais il n'y a aucune info qui sort, rien ne fuite, donc malheureusement rien de spécial à dire chez Olympus, mis à part qu'ils avaient aussi leurs optiques qui étaient présentes, des optiques micro 4 tiers, dont par exemple le 1200 que j'utilise sur le GH5, des très bonnes optiques, des très bonnes alternatives aux optiques de chez Panasonic, par exemple ici pour le GH5 ou d'autres boîtiers Pana. Donc voilà ce que j'en retiens, rien de spécial cette année-là. C'était quand même les seuls ou presque les seuls, je crois, en tout cas à proposer de tester leur boîtier au salon de la photo. Donc vous pouvez partir pendant 1 heure comme ça avec un boîtier et tester le boîtier. Ça c'est un concept qui est plutôt pas mal. Si les autres marques pouvaient un petit peu développer ça, je sais pas comment ils s'en sortent en termes de sécurité pour être sûr que les boîtiers reviennent, mais en tout cas c'était sympa de faire ça à Olympus. Canon et Nikon sont aussi deux grands absents de ma vidéo en termes d'interview, mais je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Alors Canon, le chef produit par exemple de l'EOS R, si je dis pas de bêtises, c'était le chef produit EOS R, ouais, que j'avais déjà interviewé l'année dernière. Alors il était plus trop dispo, un peu fatigué le dernier jour quand je suis allé le voir. Je suis allé le voir lundi après-midi avant de prendre mon train. Moi aussi j'étais KO, donc on n'a pas réussi en fait à trouver le temps de faire cette interview là, mais en fait honnêtement c'est pas trop grave parce que ce que j'ai ressenti quand même chez Canon et chez Nikon, j'ai pas réussi non plus à avoir quelqu'un le dimanche quand je suis allé les voir, ni le lundi. Voilà, je suis pas allé les voir non plus toutes les demi-heures pour demander une interview. Hein. C'est comme ça, hein. C'est un petit peu au petit bonheur la chance quand on tombe sur quelqu'un, un représentant ou un chef produit. Canon et Nikon, les gens avec qui j'ai discuté là-bas, l'impression que j'ai eue en fait, c'est qu'ils ont sorti des boîtiers cette année, donc Z6, Z7 chez Nikon et EOS R chez Canon, pour parler vraiment des hybrides et des grosses nouveautés très attendues. Et ce sur quoi ils mettent le paquet en termes de marketing, ces nouveautés, ils y croient un peu trop en fait. Et c'est le côté pas décevant en fait, mais les gens à qui j'ai discuté auprès de ces marques, ils voient tout en rose, quoi. Vraiment, leur boîtier est parfait, il n'y a rien à reprocher, ils ont pensé à tout, tout est justifié, tous les choix technologiques sont justifiés, pourquoi il n'y a qu'une carte, pourquoi, par exemple, il y a un crop sur le EOS R en 4K, pourquoi... Enfin voilà, toutes les problématiques qui ressortent, toutes les questions que vous vous posez et qu'on se pose par rapport à ces boîtiers-là, justifier le prix du Z7 par exemple, des choses comme ça, en fait, à aucun moment j'ai senti qu'ils se remettaient en question, ils croient en leurs produits, ils sont à fond, et je trouve ça un petit peu triste de ne pas être plus à l'écoute en fait des gens qui viennent vous dire peut-être que là c'est pas forcément quelque chose qu'on attendait, peut-être que vous auriez pu mettre du 100-120 images par seconde sur l'EOS R, peut-être que vous auriez pu ne pas faire votre crop x1.7 en 4K parce que vous savez le faire et que nous on a juste l'impression que c'est la rétention technologique.
technologique. C'est un peu dommage en fait que j'ai eu ce sentiment que les marques, ces deux marques en tout cas principalement, n'étaient pas très ouverts aux critiques objectives bien sûr, constructives, et étaient plutôt renfermés, braqués en disant non, on a un boîtier qui est parfait, tout est justifié, tout est parfait. Il y a, voilà. Après effectivement Canon via la vidéo de Louis de Grain, j'ai compris aussi qu'ils avaient conscience qu'ils avaient peut-être placé un produit entre effectivement la gamme 6D et la gamme 5D avec ce EOS R et qu'ils voulaient peut-être pas, ils voulaient pas tout mettre dans le EOS R. Ils font toujours ça Canon, d'autres marques aussi, mais Canon pas mal principalement je dirais. Un peu de rétention technologique pour pas court-circuiter les ventes d'autres boîtiers. C'est-à-dire qu'ils ont une gamme très complète, ils ont aussi leur gamme pro avec les C100, les C200, ils ont les réflexes qui marchent encore très bien, qui sont où ils misent à fond dessus en termes de R&D, et donc ils arrivent avec de l'hybride, mais ils veulent pas trop en mettre pour pas trop cannibaliser leur vente de réflexes ou de caméra pro. Et je trouve ça un peu dommage parce que s'ils avaient foutu toutes les features qu'on attendait d'eux dans le EOS R, je pense qu'il aurait fait encore plus un carton ce boîtier là, même s'il est un petit peu cher. Pour les gens qui auraient hésité pour passer à l'hybride, et ben ils se seraient peut-être même pas posé la question d'aller voir chez d'autres marques, alors que là c'est peut-être encore le cas. En tout cas dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous êtes utilisateur réflexe Canon, dites-moi si et si vous êtes tenté donc par l'hybride, est-ce que vous envisagez de changer de marque ou est-ce que vraiment vous allez vous orienter vers le EOS R qui a quand même quelques faiblesses, notamment le manque de ralenti. Moi, c'est quelque chose qui importe énormément pour moi, peut-être pas pour vous. Hein. Là, on parle de vidéo, mais qui a aussi ce crop en vidéo. Alors, là, je parle de vidéo parce que ce EOS R, on met en avant ses caractéristiques en vidéo. C'est là, c'est ce qu'on reprochait à Canon, c'est de ne pas proposer de nouveautés en vidéo. C'est le cas ici avec le EOS R, la tenue en main est bonne, on a l'impression d'avoir un bon boîtier en main, donc ça c'est pas un problème, il est sexy ce boîtier, mais voilà, il manque certaines choses, et malheureusement j'ai pas l'impression que Canon a envie de nous faire espérer qu'ils vont sortir une version 2 meilleure. Voilà, on sait pas trop, Nikon c'est un petit peu pareil, ils ont leurs Z6, Z7, et apparemment ils sont séduisants, il y a quelques faiblesses, est-ce qu'ils vont faire évoluer ça? On aimerait bien avoir quelques petites infos, un peu une lueur d'espoir qu'ils vont peut-être plus s'aligner sur la concurrence qui est déjà en place depuis des années. Sinon, j'ai pu rapidement tester le nouveau Crane, là, le Crane 3, je sais plus comment il s'appelle exactement, enfin bref, vous l'avez vu avec sa nouvelle ergonomie un peu bizarre. En fait, ça m'a surpris parce qu'il est assez petit, moi je pensais que ça allait être quelque chose d'assez gros, qui allait pas pouvoir être transportable dans un sac à dos, et en fait c'est relativement transportable. La prise en main est bonne, mais maintenant je l'ai pas testé vraiment avec des mouvements de caméra que j'aime bien faire, donc il faudrait... Je vais peut-être voir quand même avec Zhiyun si je peux le tester, ce nouveau gimbal. Quoique je n'ai pas de contact chez Zhiyun, en fait je dis ça, mais non. Bon, on verra. Mais voilà, à voir. Voilà, j'ai été agréablement surpris en tout cas par l'ergonomie. Maintenant, je sais pas. Franchement, je sais pas. Il y a peut-être des choses plus simples aujourd'hui. Il n'y a pas forcément besoin de revoir l'ergonomie d'un gimbal. Et puis surtout, il y en a une tonne de gimbals sur le marché. Est-ce qu'on avait besoin d'un nouveau gimbal pour encore influencer les gens à acheter de la nouveauté? Je sais pas. Voilà, je suis un peu sceptique encore, même si ça a l'air pas mal. J'ai aussi pu avoir en main rapidement sur le stand de Digixo, je crois, le Moza R2, donc le gimbal une main de Moza. Bonne impression en termes de finition, vraiment très quali comme un Ronin S. Par contre, tout simplement, ce Moza R2 ne se démonte pas, comme le fait par exemple le Ronin S ou le Tilta G2X que je vais bientôt tester. Il ne se démonte pas du tout, donc en fait, juste non. Enfin, non, c'est un gimbal une main, c'est fait pour être transportable, pour voyager, sinon on prend un gimbal à deux mains, quoi. Donc malheureusement, il va pas me séduire du tout juste à cause de ça. J'ai même pas vraiment envie de le tester en fait, parce qu'il va m'embêter tout le temps. Déjà le Crane 2, j'arrive pas à le démonter, on peut juste enlever le cache des batteries, mais on peut pas le démonter, c'est juste l'enfer pour moi. Voilà, non, désolé Moza, pas séduit juste à cause de ça en fait, même s'il a l'air très bien et très fluide. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah écoutez, pas grand chose qui m'a marqué. Tamron, j'en ai pas parlé parce que je sais pas, quand j'ai discuté avec Tamron, je sais pas, ils avaient pas l'air forcément motivés à apparaître dans cette vidéo, donc j'ai laissé tomber, j'ai pas insisté, hein, peu importe. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour des gens que je suis allé voir. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que j'avais envie de vous dire sur le salon de la photo, mais encore une fois, la seule chose que je retiens, la plus importante que je retiens, c'est le nombre que vous étiez à venir me saluer, me dire bonjour, me remercier, et ça m'a fait tellement plaisir hein, de voir en fait ça, de voir votre bienveillance. C'est vraiment ce que je retiens de ce salon, et c'est le cas de tous les autres youtubeurs avec qui j'ai pu discuter. Votre bienveillance et votre chaleur humaine en fait nous a fait tellement plaisir, et ça nous a motivé énormément à continuer notre chaîne. Moi je
je suis reboosté. J'avais perdu un peu de motivation ces derniers mois, notamment à cause de mes projets pro, bref, je vous en avais un petit peu parlé. Et là, je suis reboosté, donc ça fait vraiment du bien et j'ai juste hâte d'être l'année prochaine et ça me donne aussi envie d'organiser des rencontres abonnés. Je sais pas encore comment, je sais pas sous quelle forme, peut-être pour les 100 000, j'en ai aucune idée, mais ça m'a donné envie d'aller rencontrer un petit peu toutes les personnes à travers la France, la Belgique, la Suisse, etc. Et peut-être outre-mer ou je sais pas, mais voilà, discuter avec vous, c'était hyper enrichissant. J'ai eu des conversations passionnées pendant des dizaines et des dizaines de minutes et c'était juste trop bien en fait d'échanger en vrai. De voir aussi que l'atelier des créateurs vous sert. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ont trouvé des prestats, des choses comme ça grâce à l'atelier des créateurs. Donc continuez à rejoindre ce groupe-là. Je vous mets forcément le lien dans la description. Il est dans toutes les descriptions de mes vidéos. Rejoignez ce groupe, continuez à vous entraider. Ça me fait plaisir d'avoir ces retours-là puisque ce groupe est fait pour ça. Et j'espère qu'on va continuer pendant longtemps à pouvoir créer ensemble et à nous entraider. Voilà, j'espère que ce retour un peu foireux, un peu décousu, un peu bizarre, un peu simple du salon de la photo, pas trop illustré, vous aura plu tout de même. L'année prochaine, je m'organiserai différemment parce que maintenant je sais à quoi m'attendre. Vous êtes juste des fous, des dingues, donc ça me fait plaisir. Et je m'organiserai autrement, je commanderai mes stickers un petit peu plus tôt puisqu'il faut savoir que pour ceux qui m'ont suivi sur Instagram, j'ai fait gagner des stickers, c'était très drôle d'ailleurs, tiens je vais vous mettre ça en fin de vidéo. C'était très drôle de vous faire gagner ces stickers. Par contre j'en avais commandé plein, genre 250, 300 pour vous les distribuer et DHL a juste totalement foiré la livraison, donc je n'ai pas reçu ces stickers et je suis dégoûté, mais je m'organiserai un petit peu plus à l'avance l'année prochaine, promis, pour pouvoir vous en distribuer si ça vous dit. Voilà, merci encore à toi, je crois que c'est Enzo, c'est ça, Enzo pour le logo ici en impression 3D, il sera dans mon setup, t'inquiète pas, merci énormément. Merci encore à toutes les personnes que j'ai croisées au salon, à toutes les autres personnes, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à voir un petit peu ce qui s'est passé cette année au salon de la photo 2018. Encore merci aux équipes du salon pour cet espace des communautés. J'espère que l'année prochaine on aura quelque chose de beaucoup plus construit, beaucoup plus grand, de central, toujours à l'étage. Je vous défie, Pierre du salon de la photo, à nous proposer ça. Et en attendant, je vous dis faites de belles photos, faites de belles vidéos. À bientôt les amis, ciao. Shooter en rose, c'est de la triche, je shoot en JPEG. Il l'a gagné. Et voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, voilà, je suis un vrai photographe parce que j'ai un iPhone. Il était trop rapide, il a gagné son sticker. J'ai joué avec, j'ai dû suivre. Voilà, ils ont gagné leur sticker, c'est mérité.